Hey, salut les makers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait hyper longtemps, j'en suis désolé. Je remercie ceux qui sont fidèles et qui sont toujours là. Et puis je dis bienvenue à tous les nouveaux viewers. Voilà, si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez que j'essaye de relancer la chaîne en ce moment. J'ai fait pas mal de vidéos courtes, du coup sur Insta, sur TikTok et sur YouTube, dans les shorts. Et voilà, je vais essayer de refaire des vidéos plus longues. Je vous dis pas que je vais être l'homme le plus régulier du monde parce que j'ai toujours très peu de temps, mais j'ai quand même envie de relancer cette chaîne et d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans le monde des makers. Et donc on va essayer de faire ça ensemble. Aujourd'hui, pourquoi on est là? Parce que c'est ce qui vous intéresse. On est là pour ça. Alors, si vous m'avez suivi et si vous avez vu, j'ai fait des shorts sur le sujet. Enfin, j'en ai fait un. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet lainage ou knitted en anglais. Et en fait, je cherchais à reproduire ça parce que on peut le faire sous Blender, etc. Mais je suis pas un as de Blender. Ça doit être possible aussi sous ZBrush. Et puis, je suis tombé sur une vidéo de la chaîne Send2Print en anglais qui explique comment le faire alors que j'étais en train de galérer. Alors, j'ai repris sa vidéo, j'ai essayé de changer des petites choses, décaler les plans parce que je voulais que ça se superpose, etc. Bon, vous allez comprendre en regardant la vidéo quand on sera sur Fusion. Et puis au final, j'ai pas réussi. Donc, je me suis largement inspiré de la vidéo de Send2Print et comme j'ai toujours été très transparent avec vous, je vous mets le lien en description et elle a également mis à disposition les sources sur MakerWorld. Donc vous pouvez aussi aller voir sur MakerWorld, voir comment elle a fait. Si vous voulez les explications en français, je suis là avec mon petit retour d'expérience aussi sur la modélisation de ce type de pièces. Donc là c'est plutôt petit, mais vous pouvez l'adapter bien entendu en fonction de vos besoins. Puis vous allez voir qu'on va faire ça en full paramétrique, ça va être très sympa. Voilà, je vous propose de ne pas s'étendre plus longtemps et de se retrouver tout de suite sur Fusion 360. Ok, donc on se retrouve sur Fusion 360 pour modéliser ensemble donc ceci, appelez-le un petit pot, un petit vase, peu importe. Et voilà, et du coup on va utiliser aussi les paramètres. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de rendre ça facilement modifiable. Vous voyez que si je veux par exemple augmenter le diamètre, je le passe de 40 à 60 mm. Hop, Fusion me recalcule automatiquement tout ça. Et puis là, je me dis, ouais, mais 60 mm, moi j'aimerais bien que les points qui font cet effet, les nages, ils soient un petit peu plus petits. Pas de souci. Je change mon nombre de lignes, alors qu'on va appeler nombre de secteurs, c'est plus juste. Et voilà, ça me recalcule tout automatiquement, etc. etc. Voilà l'idée. Donc si ça vous va, on est parti. Et pour ça, on va tout de suite créer quoi? Un nouveau projet. Ce nouveau projet, vous allez le créer. Alors, vous avez vu maintenant, on fait conception de pièces, d'assemblage, donc c'est quand on doit assembler, imbriquer des choses, ou hybride. Moi maintenant, je fais que de l'hybride, ça m'évite si je change d'avis, ce qui m'est arrivé la semaine dernière en cours de conception d'une pièce, de devoir tout rebasculer sur un autre projet, etc. Ok, donc je pars maintenant systématiquement, ça ne prend pas plus de place, c'est pas plus compliqué, sur une création hybride, comme ça j'ai tous les modes, surface X, etc. Et c'est plus simple. Ok. Je vous propose qu'on commence par créer justement les paramètres. Pour créer ces paramètres, donc vous allez dans Modifier et vous allez dans Modifier les paramètres. Vous voyez que là, il n'y en a pour l'instant aucun. Donc je vais appuyer sur le plus. Voilà, il me met un petit message. Je vais l'enlever pour les prochaines fois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer d'abord un paramètre que je vais appeler diamètre. Ok? Ce diamètre, je vais l'exprimer en millimètres. Donc tout va bien, je peux le laisser comme ça. Et donc la valeur qu'on va lui attribuer par défaut, pour l'instant ça va être 40. Ok, donc là, jusque là pas de souci. Je vais ensuite créer un paramètre qu'on va appeler hauteur. Cette hauteur, je vais l'exprimer aussi en millimètres et je vais la laisser à 40. Maintenant, je veux gérer l'épaisseur. Alors l'épaisseur, ou le wall thickness, on va l'appeler épaisseur, parce qu'on va rester en mode Frenchy, et je vais la passer à 1,5. Vous pouvez mettre 1,5, ça marche, ça va convertir automatiquement.
Ok, donc on va avoir 1,5 mm d'épaisseur. Et puis, il va y avoir le nombre de répétitions, comme vous avez vu dans l'exemple. Donc on va appeler ça le nombre de secteurs. Je vais l'appeler NB secteur, vu qu'on part d'un cercle. Les secteurs, ça me va bien. Là, par contre, en unité, c'est un nombre, donc on n'est pas en millimètres, donc on va être sur aucune unité. D'accord? On ne met pas de texte, rien du tout, parce que c'est pas du texte, justement. Et là, on va, pour l'instant, partir sur du 18. Ok, là, pour l'instant, on est pas mal. On va ensuite rentrer quelques formules un peu plus complexes, mais je vous propose de déjà commencer les prémices de notre forme. Ok, donc avant de passer à notre forme de base, et pour éviter les bêtises, on va quand même enregistrer le projet, et je vais l'appeler Lainage YouTube. Et voilà, comme ça c'est fait. Donc je vais commencer par créer un nouveau composant. Ça permettra de bien dissocier les choses. Et je vais l'appeler bouteille. Pardon. Bouteille laine. Hop. Voilà. Donc cette bouteille en laine sera un composant de mon projet. Donc ensuite, je vais créer une esquisse. Hop. Sur cet axe. Et je vais tout simplement tracer un cercle. Donc soit vous allez cliquer là, soit vous appuyez sur C. Hop, et là, eh bien, je vais simplement renseigner non pas une valeur, mais mon paramètre qui est la hauteur. Jusque-là, très simple. Je vais agrandir un petit peu. Hop, pardon. Petit souci avec ma souris. Donc du coup, ensuite, on va créer une ligne. Vous pouvez aussi appuyer sur L. Je vais partir du centre et je viens la mettre un peu arbitrairement comme ceci. Voilà. L'idée c'est qu'elle vienne toucher le cercle. Et je vais créer cette même ligne en miroir. Donc ici. Alors là c'est un petit peu compliqué pour choisir l'axe. Alors on pouvait aller choisir là. Ce que je vous encourage à faire, c'est aller ici dans Origine. Et vous pouvez choisir ici l'axe de symétrie. Et vu comment on est positionné, on est sur le Y. C'est bon, je ne me suis pas planté. Et on clique sur OK. Donc là, j'ai cette même ligne qui s'est répétée. Maintenant, je vais appuyer sur D pour dimension. Alors, sans choisir ma ligne avant. D. Voilà, je vais cliquer sur mes deux lignes. Et ici, vous voyez, il y a l'angle qui s'est affiché. Et donc cet angle, je vais dire que c'est 360 degrés divisé par le nombre de secteurs que j'ai défini. D'accord? Ça va permettre de savoir la taille d'un des secteurs. Ok, je regarde mon esquisse, je vérifie qu'elle est bien contrainte. Vous voyez, le petit cadenas rouge là, ça veut dire qu'elle est bien contrainte de partout. Si ce n'était pas le cas, il faudrait qu'on creuse pour savoir où est-ce qu'il faut rajouter des contraintes, parce que potentiellement ensuite, quand on change des paramètres, si les contraintes ne sont pas bien établies, ça peut complètement déformer votre pièce. C'est pour ça que c'est important de travailler vos contraintes. Mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Ok, donc là on est bon et je peux terminer l'esquisse. Parfait. Alors, je ne sais pas pourquoi Fusion, quand je termine l'esquisse, ne re-switch plus automatiquement sur la vue précédente, mais c'est pas grave. Donc je vais me placer à peu près comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bien entendu, je vais faire une extrusion. Et donc je vais extruder. Donc j'appuie sur E et je vais extruder ceci. Alors là, petite nuance. Donc on va extruder dans les deux sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans le sens vers le haut, on va, bien entendu, on a défini une hauteur, donc on va faire la hauteur moins 1 mm. Ça va être bon pour ce sens-là. Et pour l'autre sens, on va faire juste 1 mm. Pardon. Hop. Normalement, c'est OK. Ah non, il ne me l'a pas mis pour celle-là. Donc la hauteur, je vais le faire ici. Hop, pardon. Hauteur, moins 1. Voilà. Et 1 en bas. Pourquoi? C'est juste pour s'assurer qu'en fait, on va avoir au moins 1 mm de marge en bas de la forme avant que notre lainage arrive. Sinon, ça peut causer des petits soucis à l'impression, etc. OK?
Ce que je vais faire maintenant simplement, je vais faire ma coque. Donc là, je vais choisir, alors qu'on n'est pas sur une forme pleine, je vais choisir ici donc l'option coque, shell en anglais, si vous utilisez le soft en anglais. Des fois, j'avoue que c'est un peu perturbant en français. Donc celle-là, j'appuie sur Shift, j'utilise celle-là, et je vais également utiliser celle-là. Et là, très simplement, je vais mettre mon paramètre épaisseur. OK, donc là, je commence à avoir ma forme de base. OK. Et juste avant de vous expliquer pourquoi on fait ça en secteur, on va juste rajouter un chanfrein de 1 mm à peu près. Après, c'est en fonction de vos goûts, hein. Ici, ici et à l'intérieur. Ça aide toujours à ce que l'impression soit plus simple et puis c'est toujours beaucoup plus joli. Ok, 1 mm, là ça me paraît bien vu la taille de notre objet. Après, si l'objet est plus gros, vous variez un petit peu, 1, 5, 2, des fois 3. Voilà. Et des fois, on peut aussi mettre un filet. Peu importe, moi, ça dépend aussi un petit peu de l'objet que je modélise. Ok, donc là, on a notre forme de base. Et là, vous voyez que, en gros, c'est cette forme qu'on va venir répéter pour pouvoir créer notre vase. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est tout simplement pour vous éviter que Fusion 360 recalcule des milliards et des milliards de faces et potentiellement fasse planter votre ordinateur. Là, en gros, dans l'esprit de Fusion, qui n'a pas d'esprit, mais c'est pas grave, en fait, c'est juste ça qu'il va répéter. Et donc, du coup, en mémoire, c'est une copie d'un objet et c'est pas justement un recalcul de X milliers de faces à recalculer. Et donc, vous allez garder des ressources système et vous allez gagner en temps. Ok, et vous allez voir que pour l'exportation, ça pose absolument aucun problème. Ok, donc maintenant, ça va être le moment de me faire confiance. Pourquoi? Parce qu'avant de dessiner le maillage, les mailles de notre futur lainage, va falloir rentrer ça. C'est les formules dont on a besoin en fait pour gérer automatiquement la largeur des mailles, la hauteur, leur espacement, etc., etc. Donc pour ça, on va retourner dans modifier. Hop, si mon PC arrête de ramer, modifier les paramètres. Et là, on va en rentrer quelques-uns ensemble. Alors, on va déjà s'occuper de la largeur des mailles. Donc largeur maille. Donc, qui va s'exprimer bien entendu en millimètres. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur, puisque là, on va être sur le diamètre, qu'on va multiplier par pi. Et oui. Et on va le diviser par le nombre de secteurs qu'on a défini. Ok. Hop là, il l'a pas fait. NB. Pardon. Si je fais pas entrer, ça marche pas. NB secteur. Clac, ça c'est le premier. Donc vous voyez que là on a une valeur à 6.981. Ok, donc ça c'est pour déterminer, ça va être quoi la largeur de notre maille. Ensuite on va avoir besoin, après la largeur, de définir forcément sa hauteur. Donc la hauteur de la maille, hop, on est toujours en millimètres. Et là on va prendre une valeur qu'on pourra modifier si on veut changer un peu l'aspect, etc. Pour l'instant, on va partir sur une valeur de 0,8 qu'on va multiplier par la largeur de la maille. Et c'est tout. Ok. Donc la hauteur, ça sera 0,8 fois la largeur de la maille. Ça fait partie des modifications que vous pourrez apporter par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir le nombre de points de maille dont on va avoir besoin pour combler l'ensemble de notre espace. Alors là, on va appeler ça NB maille. Hop. Et du coup, on va pas être en millimètres. Là, pour le coup, on va avoir aucune unité. Et c'est là où ça se complique. Donc, on va faire 1 plus. Alors, si vous voulez aller voir les explications, je crois qu'elle est un peu plus explicite dans sa vidéo. Elle montre des schémas, etc. sur la vidéo originale. Moi, là, je vous les reprends. Vous pouvez faire confiance. Je les ai essayés, testés dans tous les sens avant. Ensuite, on va utiliser une fonction mathématique qui est la fonction floor, donc qui va nous permettre de faire un arrondi.
Et du coup, on va faire la hauteur, moins 2 mm, pour garder un petit peu d'espace. Donc moins 2 mm. Moins la hauteur de notre maille. Ah mince, si, encore une fois, si je tape pas sur entrée, ça ne marche pas, Stéphane. Voilà, on ferme la parenthèse et tout ça, on va le diviser par 0,6 multiplié par la, donc on garde une marge de 0,2 par la hauteur du point. Ok, hop là, enfin la hauteur de la maille, pardon. Tac. Et là, je ferme ma parenthèse et là, je finis la parenthèse totale et normalement, ça devrait fonctionner et là, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien ouvert mes deux parenthèses. J'ai 1 plus floor, hauteur moins 2 mm, ok, moins la hauteur de la maille, je ferme et je divise. Ah bah oui, mais si je réouvre pas ma parenthèse, ça ne marche pas. Voilà. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Divisé par, hop, paf, 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 ok, et normalement, ah voilà, c'est parce qu'il avait dû me fermer une parenthèse tout seul. Donc vous voyez que si vous n'avez pas le bouton OK d'allumer, c'est que clairement, il y a une erreur dans votre formule. Donc ça aide aussi un petit peu. Voilà, et là, vous voyez que comme j'ai fait un floor, il me sort un chiffre rond, ce qui va être important. Donc, la dernière valeur qu'on va devoir définir ensemble, c'est justement l'espacement entre les points. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez aussi pouvoir jouer pour modifier la densité du maillage. Et bien entendu, si vous augmentez cet espacement, ça va avoir une incidence sur le nombre de mailles que vous avez calculé avant, etc. etc. Okay, donc, on va partir sur une valeur de base. Et vous verrez que vous pourrez jouer un petit peu dessus après, notamment sur une des valeurs. Donc pour ça, je crée une nouvelle, je vais l'appeler espace maille. Donc l'espace, ça va être l'espace en hauteur. Hein. Là pour le coup, comme c'est un espace, je le veux en millimètres. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc notre hauteur, moins 2 mm, encore une fois, moins la hauteur. La hauteur du point, enfin de la maille. Ok. Et tout ça, je vais le diviser par le nombre de points. Donc le nombre de mailles moins 1. Ok. Et ça nous donne une valeur qui est à 3,602. Donc ça, c'est 3,602 mm de hauteur entre chaque maille. Et si vous venez jouer sur le, par exemple ici, là, sur les 2 mm, vous allez pouvoir encore resserrer un petit peu. C'est ce que je me suis amusé à faire dans pas mal de mes tests. Voilà. N'hésitez pas à aller jouer avec ces paramètres. Ils sont là pour ça et pour que vous puissiez avoir le rendu que vous souhaitez. Ok. Donc là, maintenant, on n'a plus de paramètres, on n'a plus de formule. On peut cliquer sur OK et on va passer hop là, du coup au dessin de nos mailles. Maintenant qu'on a notre forme de base, on va venir créer une esquisse qui va créer le maillage qu'on viendra ensuite projeter, faire un emboss sur notre forme actuelle. Donc on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan, puisqu'on va venir le projeter. Donc, je vais pouvoir cacher le body là, pour l'instant j'en ai pas besoin. Et donc sur ce plan, je vais venir simplement créer un rectangle. Voilà. Ce rectangle, je vais lui dire qu'il fait la largeur d'une maille, de la maille, et la hauteur. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt de bosser avec du paramétrique, c'est que si ça je veux le changer, je peux aller juste le changer dans mes paramètres et ça va automatiquement tout modifier. Ok, je vais grossir un petit peu, hop, voilà, ce sera mieux, et puis du coup on va quand même le contraindre. Pourquoi? Parce que là il est un peu positionné n'importe comment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux que le milieu de cette ligne-là, ça corresponde à mon point central. Et là, je suis tout bon, je peux continuer mon esquisse. Alors, maintenant, on va créer des points qu'on va placer aléatoirement pour l'instant. Donc je vais en créer un sur la ligne là. Vous allez voir que ensuite, on va venir les contraindre pour faire un truc plus juste. Voilà, donc là j'ai 4 points, voilà,
hein, que j'ai placé. Donc il y en a un sur la ligne du haut, un sur la ligne du bas, et puis 2 ici, là. Et maintenant, je vais venir les contraindre. Donc, je fais un petit escape. Voilà. Et ce point-là, je vais lui dire D pour dimension. Voilà. Avec ici. Et là, je vais venir faire lui imposer une dimension de 0.05. Alors, ça fait partie des choses qu'on peut modifier par la suite si on veut que le point prenne encore plus d'espace et que ça resserre avec la colonne d'à côté, hein, pour le coup. Mais pour l'instant, on va rester sur les valeurs de base multipliées par du coup la largeur de ma maille. Ok, donc là, ça me l'a positionné correctement ici. Et puis ben, du coup, ici, entre celui-là et celui-là, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire 0.05 multiplié par la largeur de ma maille. Ok, donc là, on a nos points, vous voyez, qui sont les deux là qui sont positionnés. Ceux-là, on va venir les positionner donc en hauteur et en largeur. Donc pour ça, on va refaire un D, hop, avec ce point-là. Pardon, ce point-là, D, ça ne veut pas, avec cette ligne-là. Et là, en hauteur, je veux que tu me mettes 0.2 multiplié par la hauteur de maille. Ok, je vais faire la même chose pour celui-là, entre ça et ça. Hop, 0.2, pardon, pas 3, multiplié par la hauteur de maille. Ok, donc là, c'est venu me le positionner. Maintenant, je veux les positionner en largeur. Donc pour ça, je vais lui dire, je vais refaire un D entre ça et ça. Voilà, et je vais lui dire que justement, avec le point central, je veux faire du 0.25 multiplié par ma largeur de maille. Ok, et pareil pour lui. Donc lui, on va le faire entre ici et ici. Pardon, c'est pour toi. Là, voilà. Et je fais du 0.25 multiplié par ma largeur de maille. Tac. Ok. Et là, normalement, on est bon. Vérifie 0,25 fois la largeur de maille. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil ligne. Donc vous pouvez faire L, hop, pour relier celui-là avec celui-là. Et à nouveau L pour relier celui-là avec celui-là. Et on va utiliser maintenant un arc. Hop là. Ici, un arc à 3 points pour venir faire hop, un arc comme ça. Et la même chose pour venir faire un arc comme ça. Voilà. Donc là, vous le faites comme vous le sentez. C'est pas un problème puisque, encore une fois, on va utiliser des contraintes et que de manière tout à fait magique, ça va venir nous assembler tout ça et nous donner de la logique. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser la contrainte tangente et on va dire que celle-là doit être tangente à celle-là. Hop, c'est bon. Et ensuite que celle-là doit être tangente à celle-là. Et voilà, ça nous a dessiné un magnifique. Ouais, vous voyez, on n'a presque pas vu la différence. Puisque j'avais dû le faire pratiquement correctement tout seul à la main levée. Et oui, à force de m'entraîner pour vous faire le tuto. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire un miroir. Donc on va faire le miroir. On va sélectionner, bien entendu, nos lignes. On va sélectionner en axe de symétrie non pas le point central, mais l'axe du coup qui va être les Z. Voilà, hein, parce que c'est l'axe qui remonte. Et je fais OK. Et là, ça y est, j'ai mon maillage qui est prêt. Alors, vous voyez que ici, si on voulait les rapprocher un petit peu, et c'est ce que j'ai fait moi, par exemple, ici, on pourrait mettre un 0,02. Vous voyez, et tout de suite, ça augmente, vous voyez, il prend tout de suite plus de place, ou un 0,03 pour voir, tac, et du coup faire la même chose ici.
Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je trouve que le tuto et la forme est plutôt très bien faite. Sauf que si on regarde vraiment quand c'est fait au crochet, normalement on a quand même une forme qui passe par-dessus l'autre. Donc ça, moi je suis en train d'y travailler et j'aurai l'occasion peut-être de vous faire une mise à jour pour faire quelque chose qui se rapproche encore plus, on va dire, de la vérité. Mais je trouve que ça c'est déjà un bon point de départ. Et puis ça remet un petit peu les choses d'équerre pour voir un peu voilà, les contraintes, etc. Donc ça reste pas trop compliqué, ça permet de voir les contraintes, ça permet de faire un premier effet, et puis si après on arrive à le perfectionner, et ben c'est encore mieux. Ok, donc voilà, là on peut maintenant, du coup, vous voyez l'esquisse, il y a le petit cadenas rouge là, elle est totalement contrainte, tout va bien, donc on peut la terminer. Donc mon esquisse est terminée. Je vais revenir, je vais réafficher mon corps. Hop, je vais me mettre dans la position qui va bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va continuer et on va graver sur notre forme. C'est parti. Ce que je veux maintenant, c'est projeter mes mailles sur cette face. Ok, donc pour ça, très simple, je vais en créer. Gravure en relief ou emboss en anglais. Plus simple en anglais pour le coup. Hop là. Et je lui dis que, effectivement, ces deux formes, je veux que tu me les projettes sur cette face. On va partir sur du 0,8 mm. Vous allez voir, c'est un peu gros, mais on va remédier à ça tout de suite puisqu'on va lui appliquer un congé pour donner cet effet un peu arrondi, pelote de laine. Et le congé, on va l'appliquer directement sur les deux faces avec un congé à 0,7 mm. Ça devrait suffire. 0,8, de toute façon, on dépasse. Je viens de voir le message d'erreur. Ok, 0,7 mm. Tac. Et vous voyez, là, voilà, là, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est cool. Maintenant, ce que je veux, c'est que effectivement, cette forme, elle se répète jusque en haut. Alors, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un réseau rectangulaire. Le réseau rectangulaire, on va lui dire que on veut répéter ça jusqu'en haut. Pour ça, on va partir, par défaut, vous serez sur type d'objet face ou voire corps. Non, plutôt face. Vous allez passer en mode fonction. Ok. Fonction, ça va permettre de sélectionner en bas, dans la barre d'historique, les deux dernières fonctions qu'on a utilisées, à savoir le emboss et le congé. Ok. Ensuite, l'axe qu'on va sélectionner, forcément, c'est l'axe DZ. Ok, donc c'est l'axe qui va vers le haut. Donc, je le sélectionne soit ici, peu importe. La quantité que je veux sur mon axe, c'est simple, c'est mon nombre de mailles. Ça a été calculé automatiquement. Et puis la distance, alors au lieu de mettre en étendu, il faut mettre en mode espacement, sinon ça va pas marcher. Voilà. Et du coup, la distance, c'est très simple, c'est l'espace entre les mailles qu'on a déterminé. Je clique sur OK, et là c'est magique. J'ai mon maillage qui vient s'appliquer jusqu'en haut. Voilà. Et vu que dans la formule, on a même prévu effectivement qu'on avait appliqué un chanfrein, ça vient s'arrêter pile poil au niveau du chanfrein. Et ça commence sur le chanfrein directement en bas. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester à répéter cette opération pour en faire un vase ou un pot, peu importe. Pour ça, on va utiliser un réseau circulaire. Pour ça, je vais dans réseau, ici vous avez rectangulaire, circulaire ou sur trajectoire. Donc réseau circulaire, vous pouvez très bien choisir réseau rectangulaire ici et modifier ici. Ok, ça ne change rien du tout. On passe en mode du coup bodies, enfin corps. Le corps que je veux utiliser, c'est celui-là. Ok. L'axe sur lequel je veux qu'il se répète, c'est l'axe Z. Ok. Donc là, il s'affiche bien. Hein, c'est l'axe qui est en bleu. C'est le Z. Vous voyez. Donc là, hop, ça se forme bien. Et puis, la quantité, c'est simple. C'est le nombre de secteurs qu'on a défini tout à l'heure. Je clique sur OK. Et là, magie. Il a automatiquement calculé, répété le nombre de sections. Et vous voyez que, du coup, alors même si j'ai un PC qui est relativement puissant, ça ne rame absolument pas. Ok? Et voilà, on a réussi.
maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous allez me dire, oui, mais là, c'est en secteur, etc. Comment je fais pour l'imprimer? Alors, l'export, vous avez plein de solutions. Solution que j'aime moins. Vous mettez en dessous, vous réextrudez d'1 millimètre, et si vous faites fusion, ça va fusionner tous les corps. Bon, ok, mais du coup, si vous voulez modifier les paramètres, etc., ça risque de tout chambouler. Moi, ce que je préfère vous conseiller, c'est ici, vous allez sur le composant qu'on a créé. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas renommé les esquisses, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Et vous faites, du coup, enregistrer en tant que maillage. On va faire la démo en live, hein. Donc là, j'ai exporté. Alors, pas en... Hein, on va se mettre en STL binaire. Tiens, d'ailleurs, je vais utiliser utilisateur d'impression. Comme ça, je vais l'ouvrir directement à la limite dans Cura. Voilà, ça sera plus simple. Le nouvel assistant m'agace profondément. Il va falloir que j'enlève, voilà, donc pas en 3MF mais en STL binaire. On est bien en millimètres. Les paramètres d'affinement, moi j'aime bien les mettre à haut, comme ça il crée plus de triangles et la définition est meilleure. Et du coup on va cliquer sur OK. Ça va mouliner un peu et voilà, et ça va me l'ouvrir dans Cura. Hop, ça le charge. Et vous voyez que ici, j'ai bien qu'une seule pièce. D'accord? Voilà. Si je le slice, voilà, 2h51 minutes. Bon, j'ai rien optimisé. Hop, vous voyez, non. Alors là, c'est parce que je suis sur un infill à 100%. Donc si je remets mes trucs habituels à 7% en gyroïde, donc il est gyroïde. Il a disparu, le vilain, il est là. Voilà, donc du coup, je ne vais pas changer la température tout de suite parce qu'en ce moment j'imprime du PETG, mais voilà, je suis déjà à 2h07, c'est beaucoup mieux. Mais vous voyez que du coup, à l'export, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez aussi directement aller dans le menu, ici dans maillage. Ici, vous avez carrément le bouton exporter. Et en fait, faites exactement la même chose. Vous faites exportation ou utilitaire d'impression. C'est soit vous l'enregistrez sur votre disque dur, soit ça l'ouvre directement dans votre logiciel. Et si vous voulez l'utiliser dans Orca Slicer, par exemple, vous allez dans personnaliser, dans les utilitaires d'impression. Voilà, moi personnaliser, là ça pointe sur Orca et vous pouvez l'utiliser comme ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On va se retrouver quand même derrière la caméra pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo pour relancer un petit peu la machine. Hein. J'ai plus les moyens que j'avais avant, etc. Donc on essaye de faire un petit peu avec les moyens du bord, mais on est là. Je vous remercie tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche, les commentaires pour faire grimper à nouveau la chaîne dans l'algo de YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok et sur Insta. Je poste régulièrement. Voilà, c'est pas du tout la même interaction, mais c'est aussi très sympa. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!